Mesdames, Messieurs, bienvenue à Libreville au Gabon. Nous poursuivons ce soir notre série d'émissions Enjeux consacrée donc à ce pays qui va connaître dans quelques jours l'élection présidentielle. Ce sera précisément le 27 août prochain. Alors ce soir, nous allons nous intéresser au Gabon des traditions. On va voir comment est-ce que ces traditions-là cohabitent avec la modernité. Nous allons voir ce qui se cache derrière la pratique barbare des crimes rituels. Nous verrons aussi quelles sont les relations qu'entretiennent donc le pouvoir traditionnel avec les pouvoirs politiques. Alors autant de questions auxquelles nous essaierons de répondre avec nos deux invités qui sont sur le plateau ce soir. Nous avons le professeur Bernardin Minko Mvé, il est anthropologue, directeur du département d'anthropologie à l'université Omar Bongo. Il est ancien directeur de publication à l'Académie des sciences d'outre-mer de Paris. Il a publié en 2003 un ouvrage Gabon entre tradition et postmodernité, paru aux éditions L'Harmattan. Merci d'être venu, professeur. Bonsoir. Et nous avons juste en face de vous, nous avons notre consultant, Louis-Claude Mounziou, qui est journaliste et qui est ancien directeur de rédaction et programme à Africa numéro 1, la chaîne de radio. Bonsoir. Merci Louis-Claude. Mesdames, on va regarder ce reportage réalisé par notre consoeur Gaël Onana, qui est donc revenu un peu sur les rapports qui existent au Gabon entre les leaders traditionnels, les politiques et même les populations. Se moderniser sans mettre de côté la tradition, se développer sans occulter le poids de la tradition, tels sont les défis auxquels sont confrontées la plupart des sociétés africaines, dont celle du Gabon. La tradition occupe au sein de la société gabonaise une place importante. Plusieurs rites et coutumes ancestraux sont encore aujourd'hui pratiqués. C'est l'exemple du rite d'initiation qui conserve encore aujourd'hui toutes ses lettres de noblesse. À la tête de cette organisation ancestrale de la société, le chef coutumier. Ils ont comme mission principale de veiller au respect de la tradition d'une part, mais aussi d'œuvrer au respect des normes au sein de la société. Au Gabon, quel rôle est donc donné à ces chefs traditionnels? L'existence des pouvoirs traditionnels est un régulateur essentiel dans l'organisation sociale, l'organisation politique de nos États modernes. Parce qu'ils sont des relais. Ils sont beaucoup plus proches des populations. Ils ont connaissance des véritables moteurs, des ressorts qui animent les différentes communautés, les différents clans. Et je pense qu'ils sont les meilleurs intercesseurs au sein de la société qui les entoure. À travers leur domination traditionnelle au sein de la société, les chefs coutumiers gabonais sont également en charge de veiller à la paix et à la cohésion sociale. Un rôle qui est totalement reconnu par l'État et que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba avait pris la peine de réaffirmer en 2014 après avoir reçu au sein du palais présidentiel une forte délégation de chefs coutumiers. Objectif principal, faire de ces leaders traditionnels des vecteurs de paix au sein de la société. Ce qu'on reconnaît aujourd'hui à ces pouvoirs traditionnels, c'est leur capacité, leur pouvoir spirituel, leur autorité morale sur les communautés au sein desquelles ils vivent. Et je pense qu'ils sont les meilleurs vecteurs justement auprès de ces populations-là, que ce soit pour faire passer certaines mesures gouvernementales, expliciter aux populations le sens de certaines politiques publiques. Au Gabon, la chefferie traditionnelle, comme dans la plupart des sociétés africaines, conserve une place importante dans la gestion de la société. Elle est très souvent consultée dans la gestion de nombreux litiges et elle est garante des us et coutumes des différentes tribus du pays. Professeur Bernardin, justement, avant qu'on puisse entrer dans le vif du sujet, je voudrais déjà une précision. Combien d'ethnies on recense au Gabon? Une trentaine, selon ce que j'ai pu lire du Centre d'études stratégiques du bassin du Congo. C'est bien ça? Une trentaine, 33, peut-être 33, 35. 33, 35, oui. D'accord. Alors, est-ce que c'est vrai qu'au lendemain de l'indépendance, acquise en 1960, les chefferies traditionnelles ont pratiquement disparu au détriment donc, de l'administration moderne? Est-ce qu'il y a eu un affaiblissement? Bon, je vous remercie. D'ailleurs, on peut quand même voir la tradition dans deux phases de notre histoire. Hein. Avant les indépendances, bien évidemment, et peut-être pendant la période de la colonisation, un tout petit peu, mais après les indépendances, tout juste avant que la politique mène un système monolithique qui a fait vraiment, je dirais, donner un coup fatal au bon fonctionnement de nos traditions. Donc, avant l'indépendance,
on peut bien comprendre que le pays était fermé. Le pays était fermé, donc le seul recours, c'était la tradition, au plan médicinal, au plan de l'éducation, au plan des activités socio-économiques, etc. Donc, à partir de ce moment-là, la tradition avait, et même au plan de l'autorité, de la gouvernance, donc la tradition avait son poids dans la société. Vous voulez dire que, par exemple, le pouvoir colonial se servait des chefferies pour pouvoir maîtriser les populations? Ah oui, c'était le premier instrument. C'était le premier instrument qu'il fallait d'abord attaquer dans le bon sens du terme, parce que la mission était une mission de civilisation. Donc les premiers indiqués étaient les chefs traditionnels. Donc pour rentrer dans un village, il faut d'abord demander qui est le chef. Et une fois qu'on est avec le chef, on peut maîtriser toute la population. On peut dialoguer, discuter avec le reste de la population. Ça fait qu'au fil du temps, il remplaçait, lorsque le colon n'était plus là, lorsque les instruments de la colonisation n'étaient plus là, il remplaçait complètement la colonisation. Mais par la suite, on s'est servi de ces traditions, de ces autorités, pour, je dirais même, on les a détruits. Quand vous dites par la suite, c'est-à-dire après l'indépendance? Après l'indépendance. Oui, Lucas. Oui, après l'indépendance. Le processus, c'est plutôt un processus de phagocytage. Ouais. La colonisation a utilisé les chefferies traditionnelles comme des relais, mais pour mieux les absorber. Ensuite, dans la période post-indépendance, avec le système monolithique du parti unique, ils étaient plus des relais, mais ils étaient quasiment devenus partie prenante du système mis en place par le parti unique. Donc ils étaient le parti unique, ils étaient les délégués du parti unique, ils n'étaient plus les chefs traditionnels. Dans un premier temps, pendant la colonisation, le processus de phagocytage a utilisé les chefferies traditionnelles comme les relais pour faire descendre leur message, pour faire descendre leur mode de pensée, pour mieux engager le processus de déculturation de ces populations-là. Et puis le parti unique est venu quelque peu assommer le pouvoir moral même de ces chefs traditionnels. Est-ce que les populations se sont vraiment déconnectées de tout ce qui est élite traditionnelle des chefs? Alors, on peut dire oui et non. On peut relativiser, hein, ça n'a pas été absolu. Dans certains domaines, oui. Mais dans d'autres domaines, on recherchait toujours des refuges pour retrouver la tradition. Bon, donc, si on dit oui, on voit la gouvernance qui n'était plus au mai de la tradition. C'est-à-dire, on gouverne sous les ordres de l'autorité centrale, du parti unique. Et on doit se soigner, par contre, si comme on n'a pas l'hôpital à côté du village voisin ou bien à 20 km de son village, on est obligé, le premier refuge, c'est d'aller voir, je ne dirais pas un tradit praticien, comme les autres vont utiliser un ganga, alors que le terme n'est pas toujours approprié. Un tradit praticien, celui qui pratique la médecine traditionnelle, qui soigne avec les herbes, avec les arbres, avec les écorces d'arbres, pour rendre la population en bonne santé et ausculter clairement et montrer aussi surtout son efficacité pour dire que cette maladie, on ne pouvait pas le soigner à l'hôpital. Oui, est-ce que, Luc-Claude, cette pratique-là, d'aller consulter aussi la médecine traditionnelle, est-ce qu'elle persiste? Oui, elle persiste de nos jours. C'est plutôt, la santé, elle est duale, hein, parce que vous avez un processus où la journée, c'est le médecin moderne qui a fait ses classes dans la médecine occidentale importée, et puis la nuit, c'est le médecin traditionnel qui prend en main le même patient. Mais le problème, c'est un peu comment ça fonctionne, ces deux systèmes parallèles. Il y a des pays en Afrique où cela a été expérimenté. Lorsque vous arrivez à un poste de santé, vous avez deux possibilités. Vous êtes consulté par le tradit praticien, vous êtes consulté également par le médecin moderne. On vous amène après une espèce de conférence où chacun donne le diagnostic et vous propose le mode curatif pour que vous recouvriez votre santé. À vous de choisir. Or, ici, ces deux modes fonctionnent de manière parallèle. Actuellement, en ville, on retrouve beaucoup qui vont au village. Je peux vous donner une belle anecdote. J'étais encore élève. Je suis de confession catholique, religieuse. Même le monseigneur consulte. Il y a un monseigneur qui est décédé entre les mains d'un tradipraticien. C'est vous dire.
la place encore qu'à cette médecine traditionnelle. Très mince. Et ici, par exemple, à Libreville, vous avez des praticiens qui soignent. Vous avez même la grande institution qu'on appelle IFAMETRA, Institut de pharmacologie traditionnelle, qui est reconnu par l'État. Traditionnel et et qui est dirigé par un chercheur reconnu, le professeur Bouroubou. Donc, du coup, on a cette offre-là qui fait que d'une maladie à l'autre, tout dépend un peu des soins qui sont administrés. Je voudrais aussi qu'on revienne un peu sur le mode de transmission, notamment au niveau des chefferies traditionnelles. Ça se passe comment? Est-ce que c'est un mode de transmission de père en fils ou c'est même l'État, tout à l'heure vous en avez parlé un peu, qui vous adoube, qui vous installe chef? Alors, il y a deux modes. Ça dépend de quel pouvoir, de quel côté l'on veut se situer. Le chef, que ce soit le chef de village aujourd'hui, les chefs de regroupement, sont des auxiliaires de l'administration. Ils sont adoubés par l'administration centrale qui les désigne et les installe en tant que chef de village, chef de regroupement ou chef de quartier, chef de canton et les autres. Mais cette chefferie-là, parfois aussi, s'appuie sur la tradition. Parce qu'il est parfois communément admis que pour commander les hommes de jour, il faut être aussi à même de les commander de nuit. Il faut tirer votre pouvoir. Il faut tirer le pouvoir aussi de la tradition. Des ancêtres. Oui, des ancêtres. Il faut maîtriser un certain nombre de rites et croyances pour pouvoir prétendre commander ou mieux administrer la cité, le village et mieux gérer les le rapport au rite initiatique, spirituel, parce que j'ai vu qu'ici, il y a quand même il y a un culte des ancêtres. On parle du Bwiti, le Ndjobi, le Djembe, le Ngil, le So chez les femmes, par exemple. Tout ça, ce sont des rites initiatiques. Oui, c'est des rites initiatiques, mais qui ne sont pas forcément des rites d'accès ou de transmission de pouvoir. À la fois, par exemple, si on prend le Bwiti est à la fois cultuel. Le Bwiti est aussi le Bwiti soigne et aussi le Bwiti initie. Donc vous avez l'initiation, vous avez le culte. Quand vous dites initiation, oui. Initiation à quoi? Alors, on comprend ici l'initiation comme le passage d'un état A à un état B. Souvent, au sein de la tribu. Au sein de la tribu, au sein du groupe, au sein du village. Parce que l'initiation, quand on prend tous ces rites-là, c'était le passage de l'âge de l'adolescent à l'âge adulte. Pour être considéré comme adulte dans le groupe, il fallait être initié à plusieurs variantes, ou du Bwiti, ou du Mwiri, où il y avait pas mal de sociétés où on passait de l'adolescent, pour le petit garçon, à devenir un homme. Il y a aussi des rites qui sont exclusivement féminins, où on passait de la jeune fille pour aller vers la femme. Donc c'est déjà aussi un mode de transfert pour acquérir un statut au sein de sa communauté, au sein d'un groupe. Parce qu'on vous respecte, vous avez acquis une certaine connaissance, vous avez subi un certain nombre d'examens, un certain nombre de stades, d'initiation, de voyages qui vous confèrent le statut d'un homme ou le statut de femme, à même de gérer un foyer, à même de partir en mariage. Est-ce que ça persiste, ce type de rite initiatique? C'est-à-dire que lorsqu'on voit quand même, quand on se promène à Libreville, c'est une ville qui est très modernisée, sous le modèle des grandes villes occidentales. Est-ce que vous avez ici des gens qui vivent dans la modernité, mais qui tiennent absolument à pratiquer ces rites-là? Vous pouvez rencontrer, vous y citez par exemple... Ceux que vous voyez là circuler ou dans les grosses voitures, ils sont parfois initiés. Ils sont initiés. Mais, il y en a même qui sont des maîtres. Oui, il y en a qui sont des maîtres initiateurs. Ils tombent le costume cravate donc, pour porter le pagne. Tout dépend du groupe dans lequel vous avez évolué. Quels sont les groupes, par exemple, qui le mettent en exergue ici au Gabon? Ah non, vous avez les femmes, vous avez les Tsogo, vous avez les Miénés, vous avez tout récemment, on a assisté à l'initiation de Champing. Vous avez qui va être invité de Africa 24 donc vous voyez environ une heure et demie. Donc les Mpongwe, donc il y a plusieurs groupes qui les Benga, on a tout, on a un ensemble de groupes, mais on n'impose pas. C'est la personne qui décide elle-même d'aller se faire initier. Et tout dépend de ce qu'elle recherche dans la vie. On se retrouve dans quelques minutes, le temps de prendre une pause publicitaire.